à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Pas de conférence de Genève sans l'opposition syrienne. Une déclaration signée Lardar Brahimi, l'émissaire international pour la Syrie, est arrivé ce vendredi à Beyrouth. Calme précaire à Tripoli, les francs-tireurs des quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab et-Bene continuent de s'affronter en dépit des appels au calme et du déploiement de l'armée. Les tensions s'intensifient à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Tsahal a bombardé cette nuit un tunnel de l'enclave palestinienne, tuant 4 combattants du Hamas. Et à suivre également dans ce journal, John Kerry reconnaît que Washington est allé trop loin dans son système d'espionnage. Un aveu qui intervient en pleine polémique avec l'Europe sur les pratiques de la NSA. Lardar Brahimi est à Beyrouth. L'émissaire international pour la Syrie s'est entretenu avec les responsables libanais de ses entretiens en Syrie. Son objectif, amener régime et opposition à participer à la conférence de paix dite Genève 2. Arrivé en début de matinée en provenance de Damas, Brahimi a rencontré le chef de l'État Michel Sleiman, le président du Parlement Nabih Berri, ainsi que le Premier ministre sortant Najib Mikati. Lors d'un point de presse juste avant son départ de Damas, le diplomate a indiqué que la conférence internationale ne se tiendra que si l'opposition syrienne est représentée, de préférence par une seule délégation, pour faciliter le processus de transition. Il y a 2 jours, Bachar el-Assad avait souligné que c'était au peuple syrien et à lui seul de décider de son avenir. Le régime de Damas considère que les rebelles sont manipulés par des pays étrangers. Par ailleurs, les inspecteurs internationaux disent avoir fini la première partie de leur mission, à savoir le référencement de quasiment tout l'arsenal chimique syrien. 21 des 23 sites de production ont été visités et neutralisés. S'ouvre à présent la phase de destruction proprement dite, censée s'achever d'ici à juillet 2014. En dépit des appels au calme et du déploiement de l'armée libanaise, les affrontements armés se poursuivent à Tripoli, la grande ville du Nord Liban. Les échanges de tirs opposent depuis plus d'une semaine des habitants des quartiers rivaux de Jabal Mohsen et de Bab et-Bene. Ce vendredi, les tirs ont visé la rue Starko. L'armée a aussitôt riposté. L'autorité internationale de Tripoli et plusieurs routes locales demeurent la cible des francs-tireurs. Les accrochages ont fait une dizaine de morts et une centaine de blessés. Par ailleurs, 2 hommes à moto, armés et cagoulés, ont ouvert le feu sur un soldat à l'aube. Il a été légèrement blessé dans l'attaque. Une patrouille de l'armée est à la recherche des assaillants. Et puis un autre soldat libanais a succombé à ses blessures ce vendredi. Ibrahim El-Akla avait été blessé en juin lors de l'opération contre le cher salafiste Ahmed El-Assir dans la région de Habra au Liban Sud. Le soldat de 27 ans se trouvait depuis dans un état critique. Israël a frappé une base militaire aérienne en Syrie visant une cargaison de missiles russes destinés au Hezbollah. Cette information a été relayée par les chaînes CNN et Al-Arabiya, mais n'a pas été commentée par l'État hébreu. L'attaque aurait eu lieu mercredi matin. Elle avait pour cible la base de défense aérienne de Sonar Jablé, près de la ville côtière de Latakia. Au Proche-Orient, 4 Palestiniens ont été tués cette nuit dans des accrochages avec l'armée israélienne. Cela s'est passé dans la bande de Gaza. Un blindé israélien a tiré sur un groupe de combattants de la branche armée du Hamas en mission de surveillance dans la zone frontalière à l'est de Khan Younes. Des miliciens du Hamas patrouillent la nuit le long de la frontière pour empêcher des groupes djihadistes de tirer des roquettes contre Israël. Les affrontements ont éclaté après l'incursion d'un char et d'un bulldozer israélien dans l'enclave palestinienne. Tsahal affirme qu'il s'agissait d'une opération d'identification d'un tunnel terroriste. Le mois dernier, Israël a découvert un large tunnel reliant son territoire à la bande de Gaza, dont l'usage a été revendiqué par le Hamas. 5 soldats israéliens ont par ailleurs été blessés lors des accrochages de cette nuit. En Égypte, des inconnus cagoulés ont ouvert le feu sur un hôtel proche des pyramides du Caire sans faire de victimes. Il s'agit d'un acte de vengeance attribué à des salariés licenciés. Les assaillants ont pris la fuite après avoir tiré à la chevrotine et au pistolet automatique à l'aube sur la façade de cet hôtel 5 étoiles. La marrante pyramide se trouve près des fameux vestiges pharaoniques de Gizeh, dans un quartier périphérique de la capitale. Cette attaque survient alors que l'Égypte ne reçoit quasiment plus aucun touriste depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi début juillet et réprime dans le sang les manifestations de ses partisans. Un réceptionniste de l'établissement a indiqué que l'attaque a été brève et qu'aucune victime ou dégâts majeurs n'est à déplorer. La police recherche des employés récemment licenciés soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque.
Octobre a été le mois le plus meurtrier en Irak depuis avril 2008. Selon des chiffres officiels publiés ce vendredi à Bagdad, 964 personnes ont été tuées dans une spirale de violence sanglante. Parmi elles, 855 civils, 65 policiers et 44 soldats. Ces chiffres ont été compilés par les ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la Défense. Un bilan qui intervient alors que le Premier ministre irakien a rencontré hier Barack Obama à Washington. S'exprimant à l'Institut pour la paix, Nouri al-Maliki a dit souhaiter une aide des États-Unis. À l'extérieur du bâtiment, des manifestants ont protesté contre le dirigeant irakien. Il l'accuse, entre autres, d'être un meurtrier et appelle les États-Unis à refuser de lui fournir de l'aide. Dans un instant, nous ferons le point sur la découverte d'un tunnel creusé sous la frontière mexicaine avec les États-Unis. Il était utilisé pour transporter de la drogue entre les deux pays. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. C'est un premier aveu pour les autorités américaines. John Kerry a reconnu que son pays est allé trop loin en matière d'espionnage. Une annonce qui intervient en pleine polémique avec l'Europe sur la collecte massive de données par la NSA, l'Agence nationale de sécurité. Le secrétaire d'État américain a toutefois tenu à justifier les pratiques de renseignement et de collecte d'informations au nom de la lutte antiterroriste et de la prévention contre d'éventuels attentats. Selon lui, les autorités américaines ont déjoué de nombreux projets d'attentats ces dernières années grâce à l'interception de communications et la collecte d'informations. Le patron de la puissante NSA a lui récemment démenti que son agence de renseignement a capté des dizaines de millions de communications de citoyens européens. Direction la Bosnie-Herzégovine où en 2 mois, 360 corps ont été exhumés du charnier de Tomasica découvert début septembre. La région a été l'une des plus marquées par les campagnes d'épuration ethnique au cours de la guerre civile entre 1992 et 1995. Il s'agit de civils croates et bosniaques tués dans leur village. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à découvrir autant de corps. Ils poursuivent les fouilles sur ce site où, selon eux, plusieurs centaines d'autres cadavres pourraient être exhumés dans les semaines à venir. L'Institut bosniaque recherche encore 1200 des 3000 personnes de la région, toujours portées disparues. Les enquêteurs espèrent les retrouver dans le charnier de Tomasica. En Italie, un réseau d'enlèvement d'enfants a été démantelé. Ce réseau international était spécialisé dans la récupération d'enfants contestés entre parents de différentes nationalités. La police a interpellé une Ukrainienne et 3 Italiens. La justice italienne a aussi émis 3 mandats d'arrêt contre 2 Norvégiens et un Suédois, arrêtés et détenus depuis 1 an en Tunisie. Un hangar apparemment anodin dans le sud de San Diego en Californie. Nous sommes à 2 pas de la frontière mexicaine. C'est là que les services de police ont découvert un tunnel creusé précisément sous la frontière. Un tunnel destiné à transporter de la drogue. La structure est particulièrement sophistiquée avec électricité, système d'aération et surtout des rails pour transporter la marchandise. La traversée se fait grâce à des wagonnets pilotés à distance. Point de départ, un bâtiment à Tijuana, côté mexicain. Longueur du tunnel, 500 mètres. Les autorités américaines et mexicaines ont arrêté 3 personnes et mis la main sur plus de 8 tonnes de marijuana et près de 150 kilos de cocaïne. C'est le 8e tunnel de ce genre à être découvert depuis 2006. En plus de trafic de drogue, ce genre de structure est utilisé pour le passage de migrants clandestins. Quelques jours après une mobilisation sur la Tour Eiffel, des associations ont manifesté leur soutien à Greenpeace à Paris. Des représentants d'une trentaine d'associations se sont symboliquement mis dans une cellule de prison le temps d'un rassemblement pour les 30 militants de l'ONG détenus en Russie. Une manifestation qui intervient alors que le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault est en Russie ce vendredi. Un navire de Greenpeace, l'Arctic Sunrise, a été arraisonné le 19 septembre par un commando russe quand les activistes ont tenté d'escalader une plateforme pétrolière du géant Gazprom pour dénoncer les risques écologiques. Depuis les faits, ils sont incarcérés à Mourmansk dans le nord-ouest de la Russie et inculpés de hooliganisme, un crime passible de 7 ans de prison en Russie. On écoute la réaction du directeur de Greenpeace France. Ces accusations ne tiennent pas la route de seconde. On a plutôt le sentiment que les autorités russes la cherchent des accusations depuis le départ. Un coup, on a été accusé de possession de stupéfiants. Enfin, c'est un peu n'importe quoi depuis le début. On est convaincu que ces accusations n'ont aucun fondement et que là, les autorités russes font diversion pour au final essayer de garder nos militants le plus longtemps possible. Mais encore une fois, nous ne sommes ni des hooligans, ni des pirates. Les 30 personnes qui sont détenues en Russie n'ont rien fait d'autre que manifester pacifiquement pour rappeler l'urgence climatique. Rien d'autre. Et à ce titre-là, elles
n'ont rien à faire dans une cellule aujourd'hui. C'est un centre de détention préventive à Mourmansk, qui fait déjà -10 à Mourmansk, donc déjà les conditions climatiques sont difficiles. Certains se sont plaints de ne pas avoir suffisamment accès à de l'eau potable, de ne pas avoir suffisamment accès à de la nourriture. Beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas réussi, n'ont pas eu le droit de parler à leur famille. Ils ont très peu de contact avec les avocats, donc c'est des conditions difficiles. Oui, ils sont pour la plupart détenus tout seuls dans leur cellule. Ils passent 23 heures sur 24 dans une cellule. Et encore une fois, c'est d'autant plus difficile qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette situation-là. Aux États-Unis, Barack Obama n'a pas dérogé à la tradition d'Halloween. Le président américain et son épouse ont distribué des friandises à des centaines d'enfants hier soir, invités dans les jardins de la Maison-Blanche à Washington. L'an dernier, les festivités d'Halloween sur la côte Est avaient été annulées en raison du passage de l'ouragan Sandy. Cette année, les fêtards se sont donc rattrapés. À New York, des milliers de personnes costumées ont participé à la parade organisée dans le quartier de Greenwich Village. Halloween est une fête païenne célébrée à la veille de la Toussaint, essentiellement dans les pays anglo-saxons. Et puis un peu d'art avant de se quitter. Cet automne, le Centre Pompidou à Paris inaugure une exposition autour du surréalisme. Ce mouvement, né dans les années 1920, connaît un succès mondial dans les années 30 grâce à son chef de file Salvador Dali. L'exposition sur le thème du surréalisme et l'objet présente une centaine de sculptures et une quarantaine de photographies. Les visiteurs pourront découvrir au fil des salles les œuvres de nombreux artistes. Les amoureux d'art pourront y flâner jusqu'au 3 mars 2014. Il apparaissait que cette question de l'objet surréaliste n'avait pas fait l'objet encore d'une exposition suffisamment vaste. Il y a eu quelques expositions, mais pas telles qu'on essaie de la présenter ici, c'est-à-dire en développement total, historique, de toute la problématique de l'objet surréaliste, du dadaïsme, des premiers ready-made de Marcel Duchamp, jusqu'aux œuvres de Miro de la fin des années 60. Donc c'est tout ce panorama qui est développé ici dans l'exposition. On va voir dans l'exposition, Marcel Duchamp est toujours présent. L'ombre du ready-made se projette sur toute l'activité surréaliste. C'est en particulier Marcel Duchamp qui met en scène les expositions surréalistes à partir de 1938. Et il crée des décors qu'à l'époque on appelait des trains fantômes. Ou un peu plus tard, la critique dira à propos des expositions surréalistes, il s'agit de parcs d'attractions. Donc quelque chose de tout à fait révolutionnaire et qui a, dès l'histoire, fasciné absolument le public. Les expositions surréalistes, dans les années 30, pouvaient recevoir jusqu'à 50 000 visiteurs. C'était quelque chose d'absolument inouï. Donc le surréalisme est le premier mouvement qui a été capable d'établir un lien entre les artistes et le grand public, on peut dire déjà. André Breton a dit « Les objets surréalistes sont des sortes de manifestations du rêve matérialisé. Ce sont des sortes de parasites, ce sont des objets qui vont perturber notre relation au réel. Ils sont là pour introduire dans le réel un élément dissonant, un élément perturbateur et d'une certaine façon pour déchirer le voile du réel, pour faire apparaître tout ce qui intéresse les surréalistes, c'est-à-dire le désir, l'inconscient, le fantasme. » C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Pas de conférence de Genève sans l'opposition syrienne. Une déclaration signée Lardar Brahimi, l'émissaire international pour la Syrie, est arrivée ce vendredi à Beyrouth. Calme précaire à Tripoli, les francs-tireurs des quartiers rivaux de Jabal Marsen et Babet Tebene continuent de s'affronter en dépit des appels au calme et du déploiement de l'armée. Les tensions s'intensifient à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Tsahal a bombardé cette nuit un tunnel de l'enclave palestinienne, tuant 4 combattants du Hamas. Et puis John Kerry reconnaît que Washington est allé trop loin dans son système d'espionnage, un aveu qui intervient en pleine polémique avec l'Europe sur les pratiques de la NSA. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent week-end à tous et à toutes et à demain.